aussi, il y a plein de termes qui arrivent, comme des termes qui ont une connotation péjorative parfois, comme la manipulation, peut-être même le lobbying qui fait un petit peu peur, on se demande ce qu'il peut y avoir derrière. Il y a d'autres termes qui, à l'inverse, vont avoir des connotations très positives, comme l'exemplarité, ou le rayonnement, ou donner de la voix. D'autres qui sont extrêmement donc, anglo-saxons, qu'est-ce que le smart power et le soft power, voire même d'autres termes qui datent de très longtemps, comme le terme gratia, qui est le mot qui définissait l'influence dans la Rome antique. Et d'ailleurs, là aussi, en ce moment, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de recherches qui sont faites, ou en tout cas d'analyses qui sont faites sur la Rome antique et comment est-ce qu'on utilisait l'amitié et les relations pour créer justement ce type d'influence-là et ce pouvoir-là. Donc voilà, c'est un sujet extrêmement contemporain et qui soulève en fait plein de possibles. Alors, on se dit à ce moment-là que le mieux, c'est vraiment de réduire et puis d'essayer de concrétiser ce que ça peut bien vouloir dire l'influence. Bon, dans ces cas-là, on sort son dico et on se dit, ok, dans les termes, ça veut dire quoi le mot, la définition et l'étymologie, c'est quoi? Ce qu'on retrouve dans le Larousse, c'est que l'influence est une action qui est généralement continue et cette connotation en tout cas ce principe de délai est important dans l'influence et puis dans le marketing d'influence également, qu'exerce quelqu'un ou quelque chose sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est l'ascendant que va avoir quelqu'un sur quelqu'un d'autre, toujours selon le Larousse, et c'est le pouvoir social et politique de quelqu'un, d'un groupe, donc d'un lobby par exemple, ou d'un think tank, qui va permettre d'agir sur le cours des événements et des décisions prises. Voilà, c'est ça la définition de l'influence. Donc ça intègre quoi? Ça intègre une notion de délai, ça intègre une notion de personne sur personne, et ça intègre une notion de pouvoir et d'influence, d'incitation, ou à l'inverse, de non-incitation à une action ou à un événement. Une fois qu'on s'est dit ça, on se dit, ce sujet qui est l'influence est aujourd'hui extrêmement contemporain pour des raisons sur lesquelles on va revenir, mais c'est surtout un sujet qui a toujours été en fait dans l'air du temps, l'influence, et qui a toujours fait réfléchir. Alors, je vais vous montrer sur la slide qui suit une chronologie aussi où on va aller dans le détail de la communication d'influence avec des temps forts dans notre histoire où l'influence a été utilisée en communication, mais de manière globale, quand Cicéron, c'est-à-dire en Rome antique, se pose des questions sur la morale, sur l'éthique en politique, c'est dans ce sens-là qu'il adresse le sujet de l'influence, c'est-à-dire comment doit-on influencer en étant exemplaire, comment doit-on s'assurer qu'il y ait toujours morale et éthique dans l'influence. Et il a écrit du coup deux œuvres sur ce sujet. La première définition de l'influence arrive au XIIIe siècle par un théologien, philosophe, alors que j'ai découvert en travaillant sur cette définition qui est Raymond Lull, et qui lui justement intègre la notion de personne qui n'était pas dans le mot latin. À l'époque, le mot latin influence, c'était vraiment l'influence des astres, comme la Lune par exemple, sur les flux marins, et donc il n'y avait pas cette notion de personne. Et quand on a commencé un peu à réfléchir à cet ascendant, à ce pouvoir que cette personne pouvait avoir sur d'autres, alors le mot influence est venu dans les dictionnaires. Puis on a d'autres sujets comme ça, ou d'autres moments de l'histoire où on a vu, où on s'est posé la question de l'influence. J'ai pensé immédiatement aux égéries et à une des toutes premières égéries qui était Audrey Hepburn, qui a vraiment eu cette collaboration ultra intemporelle en fait avec Hubert de Givenchy, et là on parle vraiment de collaboration. Alors ils étaient ultra copains en fait, à vrai dire, mais ils avaient tous les deux un intérêt à cette collaboration,
elle, a bénéficié justement de la création de son image qui lui a apporté énormément, et bien justement, de notoriété, de pouvoir, et puis cette image qu'elle a eue après qui lui a permis d'être à l'UNICEF, qui lui a permis de faire d'autres choses dans sa vie, et lui, d'avoir une figure qui allait représenter Givenchy à travers le monde. Et tout le monde a cette robe noire à l'esprit, et voilà, et toutes les générations, même encore aujourd'hui, alors que ça date un peu. La communication d'influence, c'est-à-dire le fait d'avoir des techniques et de travailler sa communication pour influer, comme on en parlait tout à l'heure, vraiment ça s'inscrit il y a très longtemps dans tous nos référentiels. Et le premier référentiel, c'est la rhétorique. Alors cette chronologie, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est Nowadays. Et dans ces slides que j'ai faites ici, je vous ai mis toutes les sources que j'ai trouvées, de telle sorte que si vous voulez aller plus loin sur un des sujets, vous ayez matière. Et il y a matière, c'est dingue, c'est vraiment incroyablement fascinant. Vraiment, le premier levier sur la communication d'influence, c'était la rhétorique. Et c'était, eh bien, voilà, c'est stoïcien et c'est Aristote qui parlait en marchant et qui utilisait cette rhétorique-là, ces techniques pour convaincre. Qui vont être plus tard récupérés ou en tout cas réutilisés, améliorés, plus tard au XVIIe siècle par le Vatican qui va mener toute une campagne de propagande pour le catholicisme et pour la propagation de la foi catholique. Ça va être plus tard l'émergence des sciences sociales et de la psychologie et des procédés de propagande qui seront théorisés, puis après les connotations plus négatives liées à l'emprise par des régimes totalitaires de ces techniques de communication, d'influence et de propagande. Et enfin, le vrai trigger qui va un petit peu changer le sujet et qui fait qu'on est tous là aujourd'hui et qui va amplifier et mettre en ébullition ce sujet, c'est le nouveau média qui est Internet et qui va vraiment changer la donne dans ces techniques de communication. Internet et les réseaux sociaux qui vont donner un autre niveau encore à un simple média de communication, parce que les réseaux sociaux ont ça de particulier qui permettent le lien social, et si la communication est bien une chose, c'est de créer ce lien, ce lien humain. Et pour nous, professionnels de la communication, c'est vraiment des choses qu'il faut que l'on ait à l'esprit lorsqu'on évalue notre métier, lorsqu'on évalue ce que l'on propose à nos clients comme technique de communication. Donc le web et les réseaux sociaux, ils ont ça, qu'ils accélèrent la propagation de l'information, puisque ils fournissent ils élargissent les frontières géographiques et les limites horaires. C'est plus comme le JT de 13h à 13h, là c'est non-stop, et n'importe qui peut aller chercher cette information-là. Et ils accélèrent cette propagation parce qu'il y a du relais de l'information. On va sur Internet pour chercher une info, on la réceptionne, on l'intègre et on peut la refournir, puisque le principe du réseau social, c'est de pouvoir donner son opinion, ou en tout cas, si c'est une opinion, de relayer quelque chose. Ça, c'est une possibilité de le transmettre à d'autres. Donc ce relais et ce partage, ça multiplie les points de vue, puisque justement, et c'est là où on va petit à petit, je sens, vous voyez bien que j'arrive petit à petit en histoire de marketing d'influence, les points de vue se multiplient, ça lutte contre, pardon pour la petite typo, la pensée unique, effectivement, on a plein de prises de parole possibles, et Dieu sait que ça a été, c'est le sujet de plein d'études qui ont été faites dernièrement aussi avec des grands mouvements comme le printemps arabe par exemple, où on se demande à quel degré les réseaux sociaux ont
joué un rôle dans cette révolution-là, puisque beaucoup de choses se sont passées sur Facebook et l'appel. Bon, bien évidemment, il y avait plein de choses qui se passaient avant, mais les réseaux sociaux ont donné un moyen de communiquer, puis de regrouper, puis de mettre, de donner de la voix justement à ces mouvements-là. Et bien écoutez, ça facilite également les réseaux sociaux, les interactions, et ça crée du lien entre les individus, c'est ce que je vous disais un petit peu en préambule. Du coup, à ce moment-là de ce que l'on vient de se dire, on se dit ok, on vient de parler d'influence de manière générale, on vient de parler de la communication d'influence, mais c'est quoi le marketing d'influence par rapport à tout ça? Et bien alors là, la distinction, elle est claire, c'est que d'un côté, il y a la communication d'influence, et je trouvais que c'était important de se la faire cette distinction, parce que quand on adresse un peu le sujet de l'influence, ça devient un peu nébuleux. On ne sait plus le marketing d'influence, comme du coup on le disait en introduction, c'est une promotion, la promotion d'une marque via des influenceurs ou des créateurs de contenu. On va voir là aussi, il y a une petite différence dans ce terme, qui vont recommander cette marque, ou ses produits, ou ses services, auprès de leur communauté qu'ils auront eux-mêmes créée. C'est une collaboration, c'est comme Givenchy et Audrey Hepburn, c'est donnant-donnant, c'est un partenariat entre une marque et un influenceur qui est rémunéré, ou s'il n'est pas rémunéré, sur lequel il y a des dons en nature, et dans laquelle il y a un engagement réciproque. L'influenceur doit créer des contenus et la marque doit respecter la rémunération ou ce qu'elle est censée donner en échange. Et ce marketing d'influence est encadré par la loi depuis 2023, et je vous ai mis les tenants, un peu les aboutissants de cette loi sur les slides qui suivent. Bien évidemment, à partir du moment où on est dans un accord commercial, c'est encadré juridiquement. Alors que la communication d'influence, ce n'est pas le marketing d'influence, c'est un ensemble de techniques qui sont destinées à influer sur l'opinion publique. Et donc, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ça va être la rhétorique, par exemple, la manière dont on va s'exprimer, ça va être le lobbying, ça va être l'historiographie, comment on réécrit ou comment on écrit l'histoire, et qui peut bien sûr changer un petit peu la donne sur les véritables intervenants à un instant T. Ça peut être la propagande, ça peut être la cyberinfluence, les relations publiques, etc., etc. Ce sont des techniques de communication qui visent donc à influer. Elles peuvent être déployées sur tous les médias, la presse, on va la citer, sur tous les médias, et par les entreprises privées, publiques, les leaders d'opinion, les think tanks, etc. Là, je pense que du coup, on a le contexte, on est clair sur quoi il va. L'évolution du marketing d'influence a complètement explosé. Alors exploser, le terme est un petit peu fort, mais c'est vraiment développé pendant la pandémie. Donc la pandémie, ça a vraiment été le moment un petit peu charnière, parce que il y avait beaucoup de temps à passer sur Internet, devant les écrans, et puis en confinement, on cherche du lien, donc les réseaux sociaux ont été pas mal utilisés, et à ce moment-là, beaucoup de contenus ont été créés. Je vous ai mis ici un slide avec d'ailleurs des chiffres qui montrent que en 2021, les influenceurs ont partagé beaucoup plus de posts sponsorisés que l'année d'avant. Donc statistiquement, on peut complètement vérifier ce fait-là. Donc le marketing d'influence, a augmenté pendant le confinement. Et cette tendance a continué à se développer. On va voir comment à la suite. Maintenant qu'on s'est dit qu'est-ce que c'est que le marketing d'influence, on se pose la question du coup de ce que c'est qu'un influenceur. Et on verra aussi qu'un influenceur n'est pas forcément un créateur de contenu. Un influenceur, c'est quoi ? Dans la définition standard. Pas celle qui a été donnée lors de la loi de 2023. Un influenceur, c'est une personne qui est spécialisée dans un domaine et qui, via les réseaux sociaux, mais les médias aussi de manière générale, son blog, les forums, va communiquer sur des sujets spécifiques.
et qui va diffuser son opinion auprès d'une communauté d'internautes qui le suivent, et ainsi qu'il peut influer sur le comportement d'achat. La loi de 2023, elle va un peu plus loin. Elle dit quoi? Elle dit que toute personne qui, contre rémunération ou avantage en nature, et qui vont mobiliser du coup leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer en ligne des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement de biens, de services ou d'une cause quelconque. Et oui, là, on est effectivement sur autre chose, on est effectivement sur le marketing d'influence, c'est-à-dire l'utilisation de quelqu'un qui a de la notoriété pour mener l'acte d'achat. Et donc qui a une collaboration commerciale avec un annonceur. La loi a été, particulièrement en France, ces lois n'existent pas de partout. La France a régulé pour contrer des dérives en fait, qui se sont produites et qui nécessitaient effectivement un encadrement. Grosso modo, en synthèse, ici sont les points forts de cet encadrement. C'est qu'au-delà d'un certain montant de rémunération, il y a une obligation d'un contrat entre l'annonceur et l'influenceur. Et tout influenceur se doit également maintenant de déclarer, quelle que soit sa rémunération, les dons qu'il peut recevoir. Parce qu'il y en a d'influenceurs jeunes en dessous de la majorité, sont protégés par cette loi aussi. Tout ce qui est communication illicite ou contenu illicite se doit d'être déclaré par les plateformes. Donc ça, c'est quand même assez important. On va en parler un petit peu tout à l'heure, mais Twitter... voilà, toutes ces plateformes-là où justement il y a une abolition de ce qui est possible ou pas possible, importe. Le principe aussi d'interdire, alors ça, l'interdiction de sujets de publicité sur la santé, la chirurgie, les services financiers, tout ce qui est pronostic de jeu. Ça, c'est limité, voire complètement interdit. Les principes d'identification du caractère publicitaire du contenu, vous avez dû voir maintenant, tous les créateurs de contenu sont obligés de rajouter qu'il s'agit d'une collaboration commerciale avec un hashtag ou d'un partenariat rémunéré. Si vous allez sur YouTube, vous voyez aussi qu'il y a au début de la vidéo, ceci est une vidéo commerciale. Et la mention image retouchée, voire image virtuelle, est obligatoire. Les moyens mis en place pour encadrer, eh bien, ce sont des sanctions et des contrôles qui sont faits. Et ça peut entraîner des peines de prison ou des amendes. Mais il y a aussi un certificat d'influence responsable ou encore un guide de bonne conduite. Je vous ai mis les liens également ici pour aller voir. Et dans les études aussi, il y a l'étude de Rich sur l'influence, le marketing d'influence en 2024 qui est super intéressante. Et on voit que les influenceurs commencent d'eux-mêmes aussi à tendre à aller vers ce type de certificat-là et ce type d'information, car ils ressentent le besoin de se renseigner davantage. La nuance qu'il y a, je vais presque faire le quiz, je ne sais pas si ça fera partie du quiz, mais quelle nuance y a-t-il entre l'influenceur et le créateur de contenu? Est-ce que, parce que c'est vrai que dans le langage on entend tout le temps influenceur, mais en fait c'est créateur de contenu qu'on devrait peut-être entendre. Qu'est-ce que c'est pour vous la nuance? Oui. Un influenceur, c'est quelqu'un qui a quand même une assez grande communauté et qui va influencer de par le fait qu'il soit connu dans ce domaine. Alors qu'un créateur de contenu, les gens qui veulent être connus, il va juste créer le contenu pour la suite. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, un influenceur pourrait même ne pas avoir commencé par les réseaux sociaux. Un influenceur, ça pourrait être un grand sportif ou une star de ciné, un top modèle, qui aurait déjà cette notoriété et qui, de par cette notoriété, peut utiliser les réseaux sociaux pour avoir... Alors que le créateur de contenu, lui, a créé sa communauté et petit à petit a acquis une notoriété. Et effectivement, c'est sur la base de ce travail-là qu'il a effectué en termes de création de contenu, et cet univers, cette authenticité, cette relation qu'il a mis en place avec sa communauté, qu'il a développé sa notoriété sur les réseaux sociaux.
Merci. C'est intéressant de voir que du coup on fait ce distinguo parce que pour les créateurs de contenu c'est très important ça en fait. Effectivement ils ont un métier pour eux. Alors on va voir si c'est leur métier à tous ou si la plupart travaillent par ailleurs et font cette activité à côté d'une activité professionnelle. Ce que je mets ici pour un petit peu fixer justement ce nombre de followers dont on parlait tout à l'heure ou de communautés, c'est cette pyramide. Alors là, je la trouve sur Ivancy, je la trouvais bien parce que elle met à côté du nombre de followers par typologie d'influenceurs les taux d'engagement et les taux de conversion. Et du coup, si on fait un peu rapidement le scan, on voit quoi? On voit que les nano-influenceurs qui ont moins de 10 000 followers et les micro-influenceurs qui ont plus de 10 followers jusqu'à 104 followers, eux, ils ont un fort taux d'engagement et donc ils ont une relation qui est plus, dans laquelle il y a plus de proximité avec leur communauté que les big all-stars qui, eux, ont des millions de followers, mais du coup, qui ont énormément de visibilité, du coup, mais qui vont pas avoir le même taux d'engagement. Qu'est-ce que c'est qu'un taux d'engagement? C'est quelque chose qui vous parle un petit peu, c'est quelque chose que vous regardez vous aussi quand vous êtes sur les réseaux sociaux. L'engagement, c'est le taux d'engagement, c'est le nombre de commentaires, de likes, de republication. Vous savez, dans l'engagement, il y a un ensemble de choses comme ça qui sont considérées dans les KPI et du coup qui permettent de voir si une publication entraîne ou non une relation avec la communauté. Et quand on s'est dit ça, on se le garde un petit peu en tâche de fond, ce fait que les micros et les nano-influenceurs sont peut-être ceux qui génèrent le meilleur taux d'engagement. On voit quand même que les influenceurs et les influenceuses B2C sont en majorité des femmes, et la dernière étude de 2024 confirme ça, l'étude de Rich, qu'ils ont entre 19 et 35 ans. L'année dernière, ils étaient un peu plus vers les 19 et maintenant ils tendent à être un petit peu plus vers les 35, ce qui veut dire qu'en fait c'est une population qui vieillissante, je ne sais pas, mais en tout cas qui continue qui n'est pas forcément ultra jeune. Un quart des influenceurs sont des influenceurs, des créateurs de contenu à plein temps. C'est-à-dire que les autres vont nécessairement avoir une autre activité, ou ils sont étudiants, ou en recherche d'emploi, ou parents au foyer. Du coup, ils ont un ciblage principal grand public. En termes de timing, l'influenceur ou l'influenceuse B2B, que l'on appelle aussi les work influenceurs, eux vont privilégier d'autres réseaux, comme plutôt LinkedIn, YouTube, ou alors vont faire leur podcast, leur blog, ou vont avoir des newsletters. Alors je crois que je vous ai mis aussi des liens, peut-être dans les sources après, de newsletters qui sont vraiment géniales sur le marketing, justement. Donc c'est intéressant de voir qu'on a vraiment plein de matières comme ça pour les influenceurs et les influenceuses B2B. Et ces gens-là sont des experts. Ils ont un métier de type ingénieur ou médecin, ou alors ils sont consultants, ou ils sont journalistes, ou ils peuvent être rédacteurs déjà s'ils ne sont pas journalistes, peuvent être rédacteurs de contenu. Ils peuvent être aussi clients, ils peuvent être aussi collaborateurs, ils peuvent être aussi partenaires au sein d'une entreprise. Et ça, c'est vraiment intéressant de l'intégrer, c'est-à-dire que ça peut être à l'intérieur d'une entreprise qu'on va trouver des ambassadeurs et des influenceurs en B2B. Et puis, il y a les influenceurs et les influenceuses virtuelles. Peut-être que vous connaissez Lil Miquela. En tout cas, elle a plus de 6 millions de followers. Je pense que ça doit encore augmenter en même temps qu'on se parle. En fait, c'est fascinant
le nombre d'influenceurs qu'il y a pour le nombre de followers qu'il y a pour les influenceurs virtuels. Cette ligne Nikea, elle a pour spécificité d'être très humaine physiquement en fait. Et d'ailleurs, le trait ou cet univers humanisé est poussé jusqu'au fait qu'elle est en photo avec des personnes humaines. Et du coup, voilà, là c'est le souhait des créateurs qu'il y a derrière cette influenceuse virtuelle de donner cette image humaine. Elle collabore, elle, avec des marques de luxe ou des marques comme Samsung ou BM pour faire du marketing d'influence. Et je vous en montre. Connaissez-vous Shoodogram, qui est le mannequin virtuel et donc influenceuse virtuelle? Derrière Shoodogram, il y a une agence de mannequins virtuels. Je vous mets le site ici qui s'appelle digiclass.com. C'est fascinant d'aller sur ce site-là. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a des marques qui créent leurs propres influenceurs. Et je vous ai mis un lien qui est assez génial qui s'appelle Virtual Humans là, et quelle est la différence entre l'influenceur virtuel ou le VTuber ou l'avatar ou le fake persona. Donc allez voir ça, parce que c'est vrai que ça fait du bien de mettre en place tous ces nouveaux termes-là qui présentent ces visages que l'on rencontre aujourd'hui, que l'on rencontrera de plus en plus. En tout cas, donc, la marque qui crée son propre influenceur. Il y a une autre influenceuse qui s'appelle Leia Log, qui elle est ambassadrice de la planète Terre, donc qui œuvre et qui communique pour l'écologie, avec son visage également extrêmement humanisé, puis des infographies pour un petit peu vulgariser ou amener de l'information sur l'engagement éco-responsable. Et il y en a deux autres dont je vous ai parlé ici parce que c'est quand même fascinant de voir qu'on a d'influenceurs qui deviennent aussi justement des pop stars. Nounouri, qui se dit cute et curious, qui est une artiste qui a signé une des premières influenceuses qui a signé son label avec une maison de musique, là, une chanson qui s'appelle Dominoes, qui justement met en avant aussi l'écologie. Donc vous voyez, c'est des personnages qui ont, alors des personnages virtuels, mais qui ont énormément de facettes à leur personnalité et qui peuvent évoluer très facilement en fait. Et puis surtout qui effectivement rentrent dans le monde réel. Parce que là c'est réel, le nombre de disques, le nombre de morceaux qui sont vendus. Je vous parle aussi de FN Meka, peut-être que vous le connaissez, je ne le connaissais pas, je l'ai un petit peu découvert, alors j'en avais entendu parler vaguement, ça me disait un petit peu quelque chose. C'est un rappeur à controverse qui lui, c'est carrément a été, donc la maison, c'est ça, le label musical qu'il a créé, l'a déchu, voilà. On est séparés parce que dans la production et dans les paroles de ces chansons, il y avait des propos racistes. Donc, et tout ça, ce sont des influenceurs virtuels. Et donc, du coup, voilà, ça a créé pas mal de controverses. Est-ce que c'est un vrai buzz, un faux buzz? C'est ce qu'on ne sait pas trop. Mais bon, toujours est-il que c'est intéressant de voir ce qui peut se passer avec ces influenceurs-là dans notre vie réelle. Et alors, ce qui m'a fasciné, et je vois vos regards ébahis, c'est le taux d'engagement des influenceurs virtuels. C'est-à-dire qu'en fait, je vois que vous êtes tous là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que lorsqu'on compare les taux d'engagement worldwide, à travers le monde de l'influence, ceux des influenceurs virtuels, ces taux-là, sont bien au-dessus que la moyenne. C'est-à-dire que dans nos sphères, enfin, dans nos manières de penser aujourd'hui, où on est à la recherche d'authenticité, où on est à la recherche de liens, de confiance, l'influenceur virtuel ne nous pose pas de problème en termes de représentation.
Et ça, je pense que certaines de mes confrères en parleront peut-être tout à l'heure en neurosciences, mais c'est fascinant de se dire ça, de se dire que comment dire, que le lien, enfin pardon, pas que le lien, mais que l'expression de l'émotion qui est transmise par des influenceurs virtuels ont la même valeur, en fait, et ont cette valeur peut-être encore plus réelle que d'autres personnes qui ne seraient pas virtuelles. Et moi j'ai une question, je suis désolée, je vous interromps. Même, je ne sais pas si vous posez la même question que moi, est-ce que on sait par rapport à quel pays il y a le taux d'engagement? Parce que personnellement, moi je ne suis pas du tout d'influenceur virtuel et je ne les connaissais même pas, je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Je me demande si c'est pas plus quelque chose, par exemple en Asie, parce que c'est vrai que c'est des influenceurs qui avaient l'air d'avoir des traits assez asiatiques. Enfin, c'est peut-être plus une tendance là-bas. Enfin, je sais pas si une chose est claire, c'est que ils sont tous worldwide et que ceux dont je vous ai parlé, FNMECA, c'est pas l'Asie en particulier d'ailleurs, c'est le label, je crois qu'il est, c'est un capital, donc c'est un Capitol, pardon, donc c'est américain. Michaela, elle, c'est plutôt américain ou c'est américain? Donc effectivement, mais par contre, sur 2,6 millions de followers, indéniablement, vous allez avoir un public qui sera peut-être un public plus geek que moi, par exemple, mais qui va la suivre. Moi, de par mon métier, par exemple, je la suis, mais je ne sais pas si j'y serais allée naturellement. Est-ce qu'elle m'aurait parlé à moi en tant que consommatrice? Je ne sais pas si elle s'adresse à moi directement. Nourri, le Domino's, c'est pas asiatique, mais je suis d'accord avec vous, elle a vraiment, c'est très asiatique. Et d'ailleurs, elle a commencé sur YouTube, en fait. Elle faisait des vidéos YouTube, je crois. C'est beau de se dire, elle faisait des vidéos YouTube alors. Mais oui, et c'est pour ça qu'effectivement, il y a une part de réel dans ce virtuel qui est fascinante. Ouais. Pour rebondir là-dessus, la part de réel, c'est les gens qui tapent les prompts. Donc pourquoi il n'y a pas une idée de confiance derrière? Je ne comprends pas, c'est les influenceurs qu'on a actuellement, qui sont pas des influenceurs virtuels, on les voit, on les connaît, au moins physiquement, là on ne sait même pas qui c'est derrière. Alors tout à fait. Alors il y a une intelligence artificielle, donc il y a comment dire, un tampon avant les humains qui sont derrière l'intelligence artificielle. Ce que l'on lit sur le net quand on lit des enquêtes auprès de gens qui suivent des influenceurs virtuels, c'est qu'ils disent tous, mais il y a quand même un peu d'humain dedans. Il y a quand même quelque chose d'humain dedans parce que l'intelligence artificielle ne fait, comment dire, c'est pas faux. Elle va chercher de la notion qu'elle trouve en fait à partir de prompts qu'on lui donne certes, mais tout le monde est convaincu qu'il y a quand même de l'humain derrière. Alors, là où je vous rejoins, c'est que c'est difficile d'essayer une crème lorsqu'on est influenceur virtuel, mais c'est plutôt des voitures qui sont mises en avant, c'est plutôt de la mode. Malheureusement, voilà, je n'ai pas la réponse à ça. Par contre, ce qui est très vrai dans ce que vous dites, c'est que ça pose ces questions-là. Et ce qui est très vrai dans ce que vous dites, c'est que ce n'est que le début de ça. Et qu'il y a plein de choses qui vont continuer à se développer. Et on en apprendra plus, justement, sur notre manière, nous, de récepteurs de tout ça. Moi, j'ai une question aussi par rapport à quand les comptes Instagram sont certifiés. Oui. Ça veut dire vraiment que Instagram les considère comme étant. Tout à fait, c'est ça. Oui. Mais je pense que la politique du coup a dû changer dans cette certifié des pas forcément. Aujourd'hui, c'est beaucoup de dire que des personnes humaines sont certifiées sur Instagram. Oui. C'est une entité en soi, c'est un personnage en soi. D'ailleurs, en fait, si on se pose vraiment la question des stars, ou si on se pose vraiment la question de ce que peut représenter, donc là, on est dans notre sphère. On est d'accord que là, on est carrément passé presque à de la philo ou à de la science sociale, en fait. Mais, et ce n'est pas ma spécialité. Mais une chose qui est sûre, c'est que lorsqu'on est fan
d'une star ou d'une personnalité, c'est aussi ce qu'on fantasme et ce que l'on voit de cette personne et ce que l'on imagine de cette personne. C'est pas forcément cette personne-là que l'on suit. Alors peut-être que, bon, finalement, un personnage virtuel existe, mais c'est pas un fake. Un fake, ça serait de mettre le visage de quelqu'un sur, vous voyez. Donc pourquoi pas valider une entité, enfin un individu virtuel. Super. Alors oui, et ce que je suis, vous êtes une population jeune et pourtant effectivement vous avez ce filtre, ce discernement là qui est intéressant. Peut-être effectivement il faut s'y faire et peut-être que nous allons voir les choses différemment au fil du temps, parce que comme le disait Camille, c'est vrai qu'en France, l'IA n'est peut-être pas autant déployée que dans certaines autres cultures, mais oui, effectivement. Si nous revenons à des influenceurs qui, eux, ne sont pas virtuels, je vous ai mis ce graphe-là parce que je le trouvais intéressant et il montre en fait les sujets et les thématiques qui sont produits sur le marketing d'influence et il montre la différence entre ce que les utilisateurs, alors ça date de 2021 ou oui, je pense 2021-2022. Et on est toujours proche dans les chiffres, en tout cas le ratio reste à peu près identique. Et du coup, on voit les sujets qui intéressent les followers et les sujets qui sont traités par les créateurs de contenu. 2021 selon Reach. Et donc, les grands sujets sont la food, l'humour, la beauté, tout ce qui va être bien-être, voilà, lifestyle, la mode, et voilà. Il y a également une notion, une différence entre les créateurs de contenu et les créatrices de contenu. Les créateurs vont aller plutôt sur l'humour typiquement que sur la fashion ou la food, ou plutôt sur le do it yourself. Ce que l'on voit également, c'est que Instagram reste toujours une plateforme clé et préférée des créateurs de contenu B2C. Ce que l'on voit, c'est que sur cette slide-là, donc c'est la dernière étude de Reach, c'est que en fonction du genre, les créateurs ou les créatrices vont plutôt aller sur telle ou telle plateforme. Donc Instagram est principalement féminin en termes de créateurs de contenu. Et après, je vous laisse découvrir le reste. Ce que l'on a perçu aussi, c'est une énorme entrée. En fait, le nombre d'abonnements le plus important sur l'année 2023, ça a été les abonnements à TikTok. Donc TikTok devient une plateforme qui va être la place de marketing d'influence, probablement. X s'est effondré. Et Threads est arrivé. Ok. Est-ce qu'Elon Musk et Zuckerberg vont se faire leur combat qu'ils ont prévu, je ne sais pas, mais en tout cas, si c'est pas physiquement sur le World Web, ça aura lieu. Le marketing d'influence pour les annonceurs, maintenant qu'on a tout ce contexte-là, c'est vraiment une opportunité incroyable. C'est le moyen de gagner en visibilité et en notoriété. C'est le moyen d'augmenter sa crédibilité et sa légitimité, puisqu'il est validé par des gens qui ont eux-mêmes un lien de confiance établi avec leur communauté. Et puis, c'est un moyen d'augmenter ses ventes, puisque, on le sait, 94% des internautes affirment qu'un avis positif les incite à consommer. Ça, je l'ai trouvé sur une étude que je mets là aussi en lien avec tous ces chiffres, il y en a d'autres. Et que 80% des consommateurs effectuent un achat suite aux recommandations d'un influenceur. Très honnêtement, je pense qu'on peut un peu tous lever la main ici en disant oui, quand j'hésite entre deux, s'il y a quelqu'un que j'aime bien, que je suis, qui dit plutôt ça que si, voilà. Alors ça implique effectivement que le degré de maturité soit quand même bien là, qu'on soit prêt à passer à l'achat, mais oui, en règle générale, on suit les repos de nos influenceurs. Les types de collaboration possibles, c'est la dotation, c'est-à-dire envoyer un produit de la marque, l'invitation à un événement, à participer à plusieurs types d'événements possibles, des codes promo mis à disposition sur les sites e-marchands, soit à la communauté, soit aux influenceurs,
des partenariats longue durée autour de causes, en créant vraiment autour de valeurs communes, d'idées communes, presque un ambassadeur d'une égérie. Ça se fait beaucoup en sport, les marques de sport le font beaucoup également. D'arène, tout court, de la création d'un produit ou d'une offre en commun, de la co-création, la création d'un contenu pour le site de l'annonceur, un podcast, une vidéo, le partage d'un lien vers le site de l'annonceur depuis un blog ou depuis d'autres contenus. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu du netlinking, je le mets dessous, et puis aussi du placement de produits simples. On assiste également à la création de produits et de marques par les influenceurs. Alors, vous connaissez peut-être cet influenceur-là qui est Mr. B et qui a créé la pizza de la Mam. Donc lui, je vais reformuler. Il s'est associé à une agence de communication pour aller au bout de la commercialisation de ce produit, mais il distribue sa pizza de la Mama chez Auchan, Carrefour, voilà, et il fait des vidéos anecdotiques qui ont énormément de succès sur YouTube depuis pas mal de temps. Et un jour, il a fait une vidéo normale à la fin de laquelle il disait, donc il parlait d'une pizza génialissime, trop bonne, et à la fin il dit, et elle est disponible chez Carrefour et chez Auchan. Et bien, c'est les meilleures ventes de pizza enregistrées ces derniers temps. Incroyable rush ruée vers la pizza de la Mam, qui est une pizza que je n'ai pas goûté personnellement, mais qui me paraît pas forcément ultra appétissante à première vue. Cependant, voilà, c'est incroyable. C'est un exemple fascinant de voir comment on peut là justement sortir de ces frontières que l'on connaît et être marque, annonceur, alors qu'on était influenceur. Le marketing d'influence est une composante exponentielle de la stratégie digitale qui elle-même s'intègre dans la stratégie marketing globale et communication d'entreprise et qui est d'autant plus efficient s'il est une partie de ce tout. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a une stratégie globale, tout ce qui va découler de ce positionnement, de cette stratégie en termes opérationnels, en termes digital, en termes produits, en termes va être cohérent. Et de ce fait, le marketing d'influence s'intègre tout logiquement et va être efficace dans ce système-là. J'espère que c'était clair. Le digital est un levier ultra puissant et bien évidemment, il donne accès, comme on l'a vu, à une cible extrêmement large. Et c'est génial parce que pour une entreprise, c'est des leviers qui transforment, qui performent, mais sur lesquels on peut maîtriser son budget, maîtriser ses coûts. Bien évidemment, en plus on a vu, les micro et les nano-influenceurs sont des relais marketing qui sont vraiment accessibles, quelle que soit la taille de son entreprise en fait, puisque voilà, on n'est pas sur une campagne télévisée avec des budgets importants, on est sur des choses qui sont complètement accessibles aux annonceurs. Si on a cette nébuleuse du marketing et de la stratégie de communication globale, vous voyez, je vous ai mis le marketing offline, le marketing produit, le marketing digital, qui est donc ce levier dont on parlait tout à l'heure, ultra puissant, et le marketing d'influence qui est là où il est, et qui fait que on est tous là aujourd'hui pour en discuter, tellement que ça prend cette place importante dans ce tout-là. Les évolutions et les opportunités du marketing d'influence sont vertigineuses parce que on voit bien qu'il va y avoir une professionnalisation du métier, d'abord parce qu'il y a un encadrement juridique, mais aussi parce que les influenceurs souhaitent travailler et comprendre les enjeux de leur métier et parce que ça permet de générer une rémunération aussi. Il y a une internalisation possible aussi d'une partie du marketing d'influence chez les marques. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être carrément la marque, l'influenceur qui devient marque, mais également la marque qui va utiliser des ambassadeurs en interne.
Des partenariats de plus longue durée seront certainement ce que l'on va avoir de plus en plus entre les marques et les créateurs, parce qu'il va y avoir un vrai alignement des valeurs, et c'est ça qui aura de l'importance pour les followers, de trouver des gens qui vont vraiment représenter une marque pour plein de raisons évidentes. De la co-création qui sera certainement plus fréquente aussi. Et puis c'est aussi fascinant parce qu'il va y avoir une immense créativité de contenu et de diversité de créateurs, et on l'a vu, ça peut être grâce aux IA, ça peut être aussi les créateurs de contenu qui, pour diversifier, pour être de plus en plus authentiques, vont travailler à ça. Ça va être probablement aussi des créateurs de contenu qui seront de plus en plus sélectifs, qui vont faire attention à ce qu'ils mettent en avant et pourquoi ils le mettent en avant. Ça va être un marketing d'influence plus éthique, oui, où tous les acteurs commencent à prendre conscience de la portée, que ce soit les marketeurs, les agences, les marques, pardon, mais aussi les agences et les professionnels du métier. Ça va permettre de donner de la voix à des causes, à des entreprises qui ont un engagement éco-responsable, social, et qui n'auraient pas pu prendre la parole avant. Voilà. Et c'est enfin, peut-être on peut même imaginer que les influenceurs virtuels vont devenir les prochaines stars hollywoodiennes, ou alors les prochaines pop stars ou les prochains grands rappeurs. C'est même pas qu'on imagine, c'est probablement ce qui sera le cas. Les écueils possibles, on les connaît. On le sent, on le touche du bout des doigts déjà depuis un moment. C'est pour ça qu'il y a eu cette réglementation qui a été mise en place. C'est une uniformisation du discours, c'est que tout le monde, par tendance, dise un petit peu les mêmes choses et qu'il n'y ait pas justement cette différence, ou encore un manque de transparence, ou encore certaines dérives. Mais fondamentalement, l'horizon est vertigineux dans le bon sens. C'est incroyable tout ce qui arrive. Et lorsque j'ai terminé, et pour conclure mes slides, j'ai réfléchi à ces termes qui ressortaient de ce que l'on venait de se dire pendant cette conférence. Et ce qui ressort, c'est l'éthique, le besoin d'être attentif, et puis la morale, ou ce que l'on met aussi derrière, avec toutes ces questions autour de l'intelligence artificielle. Et je crois qu'il y a une conférence qui suit d'ailleurs sur l'éthique dans le marketing d'influence. C'est la poésie parce que, en fait, tout ce que l'on voit, tous ces univers, toutes ces créations, c'est de l'ordre de l'onirique, c'est de l'ordre... D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le film La Bête, là, peut-être que vous connaissez, autour justement de l'intelligence artificielle. Bon, en tout cas, tous ces sujets-là que l'on a abordés, c'est plutôt... ça nous fait prendre de la hauteur, en fait. Ça nous fait vraiment réfléchir à cette communication avec des termes comme la poésie, la créativité, la philosophie, on en a parlé tout à l'heure, le discernement aussi, la déontologie pour les acteurs, les marketeurs, enfin les agences, mais aussi les influenceurs. Et puis c'est cette vision, c'est là où ça nous mène. Et alors pour la petite histoire, pour la petite anecdote, du coup, on a créé ce visuel à partir en fait d'une photothèque collaborative avec le souhait de transmettre en fait ces notions dont on avait parlé pendant les slides. Donc on l'a créé avec intelligence artificielle à partir de cette image collaborative dans laquelle on a rajouté des composantes qui viennent justement peut-être représenter la philosophie ou la créativité, la poésie et le marketing d'influence qui apparaît comme ça comme le phare. Voilà. Donc, c'était le petit clin d'œil de conclusion. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Céline? Est-ce que le live a des questions? J'arrive avec le micro. Alors la première question, c'est avec quels influenceurs avez-vous déjà travaillé durant vos projets? Je dois avouer que je n'ai pas forcément tous les noms qui me viennent à l'esprit, puisque souvent, vous savez, les influenceurs ont des noms qui sont avec underscore, voilà. Donc les influenceurs que je connais, il faudrait mon téléphone pour que je puisse aller regarder sur les comptes de mes clients d'ailleurs.
Ce qui est important à dire, c'est que c'est pas des influenceurs pour l'agence, c'est des influenceurs pour mes clients que voilà. Donc je peux vous donner des noms, mais du coup, ça ne concerne pas propagande, ça va concerner les influenceurs de mes clients. Donc, Chine, avez-vous déjà rencontré des difficultés particulières? Non, jamais, à vrai dire. J'ai aussi la chance de pouvoir travailler en partenariat, c'est ce que je vous disais, avec d'autres agences également. Et du coup, bon, ça nous permet, en fait, ce qui est primordial, je pense, lorsqu'on travaille avec d'autres influenceurs, enfin avec des influenceurs, c'est de bien briefer, qu'ils comprennent bien, lorsqu'on représente la marque, qu'ils comprennent bien les valeurs de cette marque ou les notions d'identité, enfin, les éléments identitaires importants de ces marques-là. Et en règle générale, tout le monde joue vraiment le jeu. J'ai pas rencontré, moi, dans mon expérience, où les entreprises que j'ai accompagnées n'ont pas rencontré de difficultés particulières. Non. Antonella avait une question. Je vais la poser directement. Justement, ce qui m'intéresse en stratégie marketing et dans justement chez Propagande, est-ce que au cours du temps, vous avez dû juste bouger votre stratégie marketing, ce que vous dites à vos clients, comment est-ce que ça vous a fait évoluer et comment vous avez fait ça? Alors, indéniablement, le secteur d'activité compte beaucoup dans notre accompagnement avec nos clients, et certains clients n'ont pas forcément besoin d'influence. D'ailleurs, c'est vrai qu'on l'a vu, l'influence est beaucoup B2C, peut-être plus que B2B. Cependant, typiquement, lorsqu'on a des réunions ou lorsqu'on accompagne sur une stratégie digitale globale, on va effectivement aborder le sujet de l'influence, mais différemment selon qu'on a une entreprise qui fait de la vente en B2C avec un site e-commerce ou quelqu'un qui développe des peptones et qui va avoir une relation B2B. Absolument, ouais. Donc là, nous, ce que l'on fait, c'est que on peut conseiller d'utiliser le marketing d'influence à certains de nos clients lorsque c'est pertinent pour leur business et pour la performance de leur business. Mais si ça n'a pas d'évidence dans un budget global, c'est peut-être pas là que le conseil sera apporté. C'est pas systématique. Mais vous avez absolument raison. Un arbitre et un discernement, parce qu'on voit des boîtes qui sont bouffées là-dedans, comme vous avez dû en connaître, et qui vont exploser finalement dans le mauvais sens. Oui, parce qu'effectivement, on a les dérives dont on a parlé tout à l'heure, c'est effectivement le bad buzz, effectivement, ou alors d'avoir un trop gros nombre en fait d'influenceurs et donc un éparpillement en fait finalement de l'identité et que l'on n'arrive plus trop à toucher ou à comprendre qui est la marque et ce que fait la marque. Oui. C'est pour ça que c'est tellement important de bien choisir ses interlocuteurs et ses influenceurs et de travailler avec eux en partenariat effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Concernant les influenceurs virtuels aussi, je ne pensais pas que ça va enlever de l'humanité. Oui. Spontanément, je trouve ça à un niveau purement personnel, hein. Donc assez fascinant. Ça me fascine, et je pense que je le vois de mes yeux avec mon spectre à moi, de professionnel, avec mon âge. Vous voyez, j'ai une distance à ça, en fait, et je trouve ça fascinant parce que, justement, c'est onirique, parce que, justement, je perçois les contours avec ces discernements, en me disant, c'est virtuel. Voilà. Est-ce que c'est humain ou pas? Je perçois de l'humain. D'ailleurs, tout est fait pour que certains de ces influenceurs soient extrêmement humanisés. Et du coup, en quoi est-ce que ça peut être une symbolique de l'humain? Je trouve ça... Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique de l'humain? C'est juste ce qu'il y a derrière dans cette intelligence artificielle, et même les gens qui sont derrière cette intelligence artificielle, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Bon... mon inquiétude, elle n'est pas tant, ou en tout cas s'il y a inquiétude, il y avait à avoir,
derrière l'humain, enfin par rapport à l'humain, la question que vous posez, elle est plus qu'est-ce qui est derrière cette personnalité virtuelle, qu'est-ce qui manipule ça, vous voyez, ou quel est l'objectif ou le but de cette personnalité virtuelle. Et sinon, je ressens l'humain et je trouve ça intéressant créativement. Et vous pourrez travailler vous avec des influenceurs virtuels. J'aimerais bien qu'on me pose la question, qu'on me propose de travailler avec un influenceur virtuel. Pour l'instant, on a peu accès à ces influenceurs-là aujourd'hui en tant qu'annonceur. Voilà. Là, je serais extrêmement prudente dans le brief, en fait. Vous voyez, je serais extrêmement cadrée dans la description de la marque, dans tout ce que représente la marque. Je serais très attentive au choix de cet influenceur virtuel. Qui a derrière cet influenceur virtuel, je pourrais, mais en ayant une approche extrêmement cadrée. Comment ils sont managés, ces influenceurs virtuels, comme finalement Alors, vous avez vu tout à l'heure, certains de ces influenceurs virtuels sont des produits d'une agence de top modèle. Donc là, on identifie clairement. Les autres, en l'occurrence, Lee Miquela, clairement, on va avoir un agent, puisque si BMW et Dior est capable de travailler avec eux, si c'est pas un agent, en tout cas, c'est qu'il y a une représentation réelle avec une entité, d'ailleurs probablement juridique, sociale, enfin une entreprise qui est derrière. Je crois qu'il y a beaucoup à la création de ces influenceurs virtuels, il y avait aussi beaucoup de gens qui s'amusaient avec l'IA et qui étaient des créateurs, des développeurs et des gens qui avaient plutôt envie de jouer à créer des personnages. Mais je n'ai pas la connaissance de la création de tous les influenceurs virtuels. Alors le live a une question, je laisse Sarah la poser. Alors la question c'est quels sont les résultats les plus significatifs que vous avez obtenus? Alors une fois de plus, l'agence propagande n'accompagnait pas une agence digitale d'influence. Nous n'accompagnons pas à l'influence. Nous accompagnons à comment est-ce qu'on intègre l'influence dans une stratégie de communication digitale. Qu'est-ce que la marque doit dire, comment la marque doit le dire, comment on doit peut-être travailler en partenariat avec des agences qui sont spécialisées en influence, mais nous ne sommes pas une agence digitale d'influence. Donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire que je vais avoir des confrères qui vont pouvoir nous répondre à ça de manière très chiffrée, puisque eux suivent tous les retours influenceur par influenceur et qui vont pouvoir même donner, grâce à des outils de gestion des influenceurs, des statistiques précises. Moi, ce que j'ai vu et ce que je vois aujourd'hui, c'est une augmentation indéniable de la notoriété grâce à l'influence pour les clients que nous accompagnons et avec lesquels on travaille sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'ils vont, de manière très concrète, gagner des followers assez immédiatement. Ils vont également se retrouver sur des territoires géographiques où ils n'auraient pas forcément été. Puisque ce qui est intéressant aussi quand on fait appel à l'influence, c'est qu'on peut avoir des influenceurs ou des personnes qui sont localisées à d'autres endroits que là où ton entreprise est intégrée. Et si on a besoin de faire un rayonnement national, ça peut être intéressant d'avoir des influenceurs là où tu n'es pas physiquement. Voilà. Donc ça c'est clairement des perfs et des éléments d'évolution pour nos clients. Merci. Il y a d'autres questions pour finir cette conférence? Non? Alors si on n'a pas, je vous laisse applaudir une dernière fois.